Dans les profondeurs du nord, sous la montagne solitaire, un nouveau battement de marteau résonne. Le rugissement du dragon Smaug s'est éteint, remplacé par le fracas des forges naines. Après la mort du monstre et la terrible bataille des 5 armées, d'un pied de fer est couronné roi sous la montagne. Les halls d'Erebor se remplissent à nouveau. Les mineurs redescendent dans les galeries, les artisans rallument les fournaises, et les alliances avec les hommes de Dal et les elfes de la Forêt Noire se reforment. Pour un temps, la montagne solitaire retrouve sa grandeur ancienne, mais tandis que les yeux du monde se tournent vers le sud, vers la quête de l'anneau et la guerre contre Sauron, une question demeure presque oubliée. Qu'est-il réellement arrivé aux nains d'Erebor après le Hobbit ? Avant de poursuivre, abonnez-vous et laissez un like, car, comme Gandalf le dirait, un clic n'arrive jamais en retard ni en avance, il arrive précisément quand il le faut. Sous le règne de d'un pied de fer, Erebor entre dans une ère de stabilité et de puissance comme la montagne ne l'avait plus connue depuis des siècles. Le nouveau roi, vétéran des batailles et respecté pour sa droiture, gouverne avec la sagesse d'un chef aguerri et la fermeté d'un guerrier. Les cicatrices laissées par Smaug ne disparaissent pas en un jour. Mais pierre après pierre, forge après forge, le royaume se relève. Les premières années sont consacrées à la reconstruction. Les galeries effondrées sont dégagées, les salles abandonnées sont rallumées de la lumière des lanternes et des centaines de nains reviennent des montagnes grises, des collines de fer et même de l'ouest lointain pour répondre à l'appel de la montagne. Erebor redevient un foyer. Les marteaux s'abattent jour et nuit sur les enclumes, le bruit résonne jusqu'aux vallées alentours et peu à peu, la montagne solitaire retrouve son souffle ancien. D'un sait que la menace n'est jamais définitivement écartée. La mort de Smaug a laissé un vide que d'autres pourraient chercher à combler. Alors il renforce les défenses. De nouvelles portes sont taillées dans la roche, des tunnels secrets sont creusés et des gardes armés montent la surveillance jour et nuit. Des postes d'observation sont établis dans les alentours et les sentinelles naines, silencieuses et inébranlables, veillent sur les routes commerciales qui mènent à Dale et au-delà. Erebor n'est plus une proie facile. Le commerce avec la cité humaine de Dale, reconstruite sous le règne de Bard l'Archer, devient florissant. Les caravanes se croisent entre les montagnes et les plaines. Le fer, l'or et les objets ouvragés des nains s'échangent contre des denrées, du bois, du bétail et des biens venus des terres lointaines. Cette alliance scellée dans le sang de la bataille devient le socle d'une prospérité nouvelle. Les hommes et les nains travaillent côte à côte, conscients que leurs destins sont liés par la montagne et par l'histoire qu'ils ont partagée. Sous les halles illuminées d'Erebor, les forges tournent à plein régime. De nouvelles armes et armures d'une qualité exceptionnelle sont façonnées, dignes des grandes œuvres des temps anciens. Les forgerons redécouvrent des techniques oubliées. Des marteaux runiques sont à nouveau trempés dans les flammes profondes. Des joyaux longtemps ensevelis sont taillés et sertis dans des objets d'une beauté redoutable. Erebor redevient un centre économique majeur du Nord, attirant voyageurs, commerçants et artisans de tous horizons. Mais au-delà de la richesse et du commerce, un autre feu brûle dans le cœur des nains, celui de l'exploration. L'esprit aventureux de Durin se réveille chez certains d'entre eux. C'est ainsi que Balin, noble parmi les nobles et ami de Thorin écu de Chêne, rassemble une compagnie pour un projet audacieux, reprendre la Moria, l'antique Khazad-dûm, abandonné depuis des siècles aux ténèbres. Beaucoup à Erebor le considèrent comme une folie, mais Balin n'est pas un rêveur naïf. Il est mu par une vision, celle de rendre aux nains leur plus grand royaume perdu. Son départ est un événement marquant. Sous les arches de pierre d'Erebor, sa compagnie s'éloigne dans un mélange de chants fiers et de regards inquiets. Balin et ses compagnons emportent avec eux la bénédiction de Dain et l'espoir de tout un peuple. Leur expédition est le symbole d'une époque de renouveau. Les nains ne se contentent plus de survivre, ils cherchent à reconquérir leur héritage. Pendant ce temps, à Erebor, la vie continue dans une harmonie rare.
Les halls bruissent de conversations, les galeries s'élargissent chaque année un peu plus, et les coffres du roi se remplissent. Le royaume prospère et dans le nord, Erebor devient un phare de puissance et de stabilité. Mais cette prospérité, aussi solide qu'elle paraisse, repose sur une fondation fragile. La paix n'est jamais éternelle en terre du milieu. Tandis que Dain consolide ses alliances et fortifie son royaume, des forces sombres se rassemblent à l'est et au sud, des forces que peu soupçonnent encore. Dans le calme des forges et le chant des marteaux, un écho lointain se mêle au vent des montagnes, celui d'une guerre qui approche. Alors que les récits les plus connus se tournent vers le sud, vers le destin de la communauté, les batailles du Gondor et l'ombre qui s'étend sur le Mordor, une autre guerre tout aussi cruciale se joue dans le nord. Loin des regards de Frodon et d'Aragorn, le royaume d'Erebor et la cité humaine de Dale deviennent les cibles d'une offensive préparée dans le silence et la ruse par Sauron lui-même, car le seigneur ténébreux sait que frapper le nord, c'est affaiblir des alliés potentiels, détourner des forces et semer la peur jusqu'aux montagnes. Depuis des mois, des espions rôdent sur les routes, des éclaireurs orques observent l'école et des messagers venus de l'Est transportent les ordres de Sauron aux chefs orientaux. Lorsque le Seigneur de l'Ombre lance sa grande offensive contre le Gondor, une autre armée massive et brutale se met en marche vers la montagne solitaire. Des régiments d'orques surgissent des replis des monts gris, accompagnés de contingents d'hommes de l'Est farouches et disciplinés qui ont juré fidélité au Mordor. Leur objectif est clair, écraser Dale, encercler Erebor et réduire à néant la puissance renaissante des nains et des hommes du Nord. Le premier choc a lieu devant les murs de Dale. Brand, roi de la cité et descendant de Bard l'Archer, rassemble ses troupes avec courage. Aux côtés de Dain pied de fer, il organise une défense acharnée. Les habitants de la ville, les archers, les soldats, tous savent que leur rôle est crucial, retarder l'ennemi pour permettre aux nains de fortifier leurs portes. Pendant des jours, la bataille fait rage dans les plaines qui bordent la rivière. Les flèches pleuvent des remparts, les marteaux nains écrasent les rangs ennemis et le sang coule sur la neige du nord. Mais la supériorité numérique des armées de Sauron finit par l'emporter. Dale tombe, incendié et pillé, ses rues réduites en cendres. Brand et Dain se replient vers la montagne côte à côte, refusant d'abandonner la défense du nord. Devant les grandes portes d'Erebor, la bataille décisive s'engage. C'est là, sur la pierre noire marquée des runes anciennes, que les deux rois livrent leur dernier combat. Entourés d'ennemis, Brand et Dain tiennent leur position jusqu'au bout, tombant l'un après l'autre, comme deux piliers abattus par la tempête. Leur mort héroïque restera gravée dans la mémoire des nains et des hommes, comme un acte de loyauté et de courage inébranlable. Privés de leur souverain, les défenseurs ne cèdent pas pour autant. Les nains se retirent derrière les portes colossales de la montagne, taillées pour résister aux assauts des dragons. Commence alors un siège long et éprouvant. Les armées ennemies encerclent Erebor, érigeant leur camp au pied des flancs rocheux. Des catapultes improvisées bombardent les murs, des tentatives d'escalade sont repoussées à coups de hache et de projectiles, mais les portes restent closes, infranchissables. À l'intérieur, la discipline naine ne faiblit pas. Les réserves sont rationnées, les forges continuent de brûler et les sentinelles veillent sans relâche. Pendant des semaines, peut-être des mois, le nord se retrouve isolé. Nulle aide ne peut venir du sud car la guerre y fait rage. C'est un épisode presque invisible dans les grandes chroniques, mais pour les nains, c'est une lutte existentielle. Leur résistance tient davantage de la patience et de la pierre que de la fureur. Ils attendent, comme la montagne elle-même, que la tempête passe, et la tempête finit par se briser ailleurs. Lorsque Sauron est finalement vaincu en Mordor, lorsque l'anneau unique est détruit et que la tour noire s'effondre, la nouvelle se répand comme un souffle libérateur à travers toute la terre du milieu. Dans les rangs ennemis devant Erebor, la peur se glisse, puis le désordre.
Privés de leur maître, les armées orques se dispersent dans la panique, poursuivis et abattus par les défenseurs qui surgissent enfin des portes pour reprendre les terres autour de la montagne. Erebor survit. Malgré la chute de ses rois, malgré les flammes qui ont ravagé Dale, la montagne reste debout, inviolée. Cette résistance silencieuse explique pourquoi les nains n'apparaissent pas dans les récits principaux de la guerre de l'anneau. Pendant que d'autres combattaient au sud, eux menaient leur propre lutte, farouche et méconnue, contre les forces de Sauron. Et dans le fracas de cette guerre oubliée, ils ont prouvé une fois de plus que, tant que la pierre demeure, les nains ne plieront jamais. Lorsque la poussière de la guerre retombe et que les échos des batailles s'éloignent dans les vallées du nord, une nouvelle ère s'ouvre pour les nains d'Erebor. Dans le silence des salles funéraires, au cœur de la montagne, Thorin III, surnommé Bouclier de pierre, est couronné roi. Fils d'un pied de fer, il hérite d'un royaume endeuillé mais debout. Autour de lui, les forges continuent de brûler, les galeries résonnent de l'activité quotidienne et les regards de tout un peuple se tournent vers lui pour trouver une direction après l'épreuve. Thorin III n'est pas un roi flamboyant ni un conquérant. C'est un dirigeant solide, réfléchi, forgé par la guerre et la patience. Il a combattu lors du siège d'Erebor, il a vu la chute de son père et il a appris dans la douleur que la force seule ne suffit pas à préserver un royaume. Dès les premiers jours de son règne, il se consacre à la consolidation, restaurer les liens brisés, reconstruire les fortifications, rebâtir la confiance. La cité de Dale, ravagée par le feu et l'acier, renaît lentement grâce à l'alliance entre les hommes et les nains. Thorin soutient activement la reconstruction, envoyant ses artisans pour aider à rebâtir les murs, ses ingénieurs pour renforcer les ponts et ses marchands pour relancer les échanges. Entre Dale et Erebor, une nouvelle symbiose s'installe, plus profonde que celle d'avant la guerre. Les deux peuples se savent désormais liés par la mémoire de Brand et de Dain, tombés ensemble devant les portes de la montagne. Pendant ce temps, dans le sud, le monde change. Le roi Elessar, Aragorn, rétablit les royaumes réunifiés du Gondor et de l'Arnor. Des messagers franchissent les longues routes du nord pour rencontrer Thorin III. Très vite, une alliance solide s'établit entre Erebor et les royaumes des hommes. Cette amitié, forgée dans la guerre et consolidée dans la paix, ouvre une nouvelle période de stabilité. Les routes commerciales sont sécurisées, les échanges deviennent constants et les richesses du Nord s'écoulent à travers toute la terre du Milieu. Sous ce nouveau règne, Erebor prospère comme rarement dans son histoire récente. Les nains, libérés de la menace du Mordor, redescendent dans les galeries profondes, explorant des niveaux oubliés depuis l'âge de Smaug. Ils découvrent de nouveaux filons de métaux précieux, rouvrent d'anciennes salles effondrées et creusent toujours plus loin dans les entrailles de la montagne. L'artisanat atteint à nouveau des sommets. Des bijoux d'une finesse extraordinaire, des armes aux lames presque chantantes, des objets de pierre aux motifs complexes sortent chaque jour des ateliers. Les forgerons rivalisent d'adresse et d'invention comme s'ils voulaient prouver que la grandeur des nains n'appartient pas uniquement au passé. Les routes du Nord, jadis dangereuses, deviennent plus sûres que jamais. Des patrouilles communes entre les hommes de Dale et les guerriers nains surveillent les vallées et les cols. Des relais sont installés le long des grands axes commerciaux, permettant aux caravanes de circuler sans crainte d'embuscades orques ou de bandes d'orientaux en déroute. Le Nord devient un carrefour d'échanges et de coopération, un espace prospère où la paix ne repose plus uniquement sur des fortifications, mais aussi sur la confiance entre royaumes alliés. Thorin III, bien que discret, joue un rôle crucial dans la stabilisation de la région après la chute de Sauron. Il envoie des contingents d'artisans et d'ingénieurs pour aider à la reconstruction de villes lointaines, contribue à la restauration d'anciennes routes et participe, à sa manière, au renouveau du monde des hommes. Erebor n'est plus une forteresse isolée, c'est un partenaire respecté dans la terre du Milieu unifié sous le règne d'Aragorn.
Ce règne marque une époque de paix rare pour les nains. Dans les salles illuminées de la montagne, les chants ne racontent plus uniquement des gloires passées et des batailles perdues. Ils célèbrent aussi le présent, la stabilité retrouvée, la richesse partagée, la sagesse d'un roi qui, sans fracas, a su guider son peuple vers une prospérité durable. Sous taurin bouclier de pierre, Erebor devient plus qu'un royaume survivant. Il redevient une pierre angulaire du Nord, un bastion solide au cœur d'un monde en reconstruction. Mais derrière cette paix retrouvée, une vérité silencieuse subsiste. Même la plus solide des montagnes n'échappe pas au passage du temps. Tandis que la quatrième âge s'installe, Erebor brille d'un éclat nouveau, sans que nul ne sache encore combien de temps cette lumière continuera de rayonner. Au fil des années qui suivent de la chute de Sauron, Erebor devient bien plus qu'un simple royaume prospère, c'est un bastion, l'un des derniers foyers puissants des nains en terre du milieu. Tandis que les royaumes des hommes s'étendent, que les elfes quittent lentement ces terres pour les rivages immortels, la montagne solitaire demeure immuable, comme une sentinelle silencieuse tournée vers un passé que peu comprennent encore. Les forges continuent de brûler, les marteaux résonnent dans les galeries, et les salles illuminées résonnent de chants graves et anciens. Les routes du Nord restent ouvertes, les échanges prospèrent, et les ouvrages nains atteignent une qualité presque légendaire. Mais sous cette apparente vitalité, un lent changement s'opère. Peu à peu, les grandes familles commencent à s'éteindre ou à s'éloigner. Certains nains, surtout parmi les plus anciens et les plus sages, ressentent un appel mystérieux venu de l'Ouest, le même qui pousse les elfes à embarquer vers Valinor. Cet appel, les nains ne le comprennent pas tout à fait comme les autres peuples. Selon leur tradition, leur destin est lié à celui d'Olé, le Vala qui les façonna à l'origine. Mais le monde change et eux aussi entendent la voix lointaine des terres bénies. Discrètement, sans grande cérémonie, des compagnies quittent Erebor empruntant les chemins de l'Ouest. Ils ne partent pas tous en même temps ni de la même manière. Certains rejoignent les montagnes de Khazad-dûm pour une dernière tentative de réhabilitation. D'autres s'éteignent simplement dans leur demeure, laissant derrière eux des salles silencieuses et des forges refroidies. À mesure que les décennies passent, Erebor devient un royaume de moins en moins peuplé. Les salles autrefois vibrantes se vident lentement. Les chroniques rapportent que les dernières générations poursuivent leur tradition avec ferveur, préservant les savoirs et les techniques ancestrales, mais la grandeur d'autrefois s'efface peu à peu. Leur culture, leurs œuvres d'art, leurs forteresses et leurs légendes demeurent dans la terre du milieu comme des traces gravées dans la pierre, solides, indélébiles, même lorsque leurs auteurs s'éloignent vers des rivages inconnus. Le renouveau d'Erebor, aussi éclatant ait-il été, n'aura duré que quelques générations à l'échelle des nains. Un souffle bref dans l'immensité du temps. Mais ce souffle a été décisif. C'est grâce à leur résistance que le Nord n'est pas tombé sous le joug de Sauron, grâce à leur savoir-faire que les royaumes alliés ont prospéré, et grâce à leur courage que certaines des plus belles pages de la quatrième âge ont pu être écrites. La montagne solitaire se dresse toujours, témoin de ces siècles de gloire et de lutte. Et même lorsque les derniers chants s'éteindront dans ces halls, le monde n'oubliera pas. Les routes, les forteresses, les objets qu'ils ont façonnés continueront de raconter leur histoire à ceux qui sauront écouter. Car les nains d'Erebor ont laissé plus qu'un royaume, ils ont laissé une empreinte dans la pierre même de la terre du milieu. Et si vous aussi souhaitez continuer à explorer ces récits oubliés, à faire revivre les échos des grandes épopées de Tolkien, alors suivez le chemin des conteurs. Abonnez-vous et ensemble, faisons résonner encore longtemps la voix des anciens royaumes.